Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pas d'analyse mais une vidéo hors série pour vous présenter ma sélection Shadows. Alors vous êtes peut-être déjà allé faire un tour sur Shadows, c'est une plateforme de streaming qui vous propose un large catalogue de films de genre, allant de l'horreur au thriller au fantastique etc. En plus de la présentation de son catalogue normal, Shadows vous propose des sélections faites par des vidéastes qui vous font un petit cocktail des films qu'ils préfèrent sur la plateforme, ou en tout cas ceux qu'ils ont envie de vous faire découvrir. Shadows m'a proposé de faire ma propre sélection, évidemment j'ai accepté avec plaisir, et je fais donc cette vidéo pour vous parler des films que j'intègre dans ma sélection. Pour être en cohérence avec le contenu de ma chaîne, j'ai axé ma sélection autour de films qui mettent en scène des personnages féminins intéressants. Alors c'est pas non plus une liste exhaustive des films que propose Shadows et qui mettent en scène des personnages féminins intéressants, et comme son nom l'indique, c'est bien une sélection faite en fonction de mes goûts, de mes affinités avec les films, etc. Évidemment, dans cette sélection, j'inclus les films présents sur Shadows dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, ça me semble logique, mais je vais aussi vous parler d'autres films, que ce soit des longs métrages ou des courts métrages. Et effectivement, le premier film dont je vais vous parler, c'est Ring, réalisé par Hideo Nakata en 1998. L'histoire, c'est une journaliste qui se met à enquêter sur la mort de personnes, a priori toutes décédées après avoir visionné une cassette maudite. Alors comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais passer un petit peu rapidement, mais Ring, c'est un film que je vous encourage grandement à voir, et surtout dans sa version originale proposée par Shadows, parce que c'est un film qui est non seulement terrifiant, mais qui est brillant dans sa manière de terrifier. Si jamais vous ne connaissez que le remake américain, évidemment je vous encourage très vivement à découvrir la version originale, qui a une atmosphère déjà très différente, mais en plus beaucoup plus originale. Deuxième film dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, je vais les passer en premier, ce sera The Descent, réalisé par Neil Marshall en 2005. The Descent, c'est l'histoire d'un groupe de femmes qui va partir faire de la spéléologie dans une grotte inexplorée et qui va s'y retrouver enfermée avec des monstres sanguinaires. Pour reprendre un peu ce que je dis dans ma vidéo sur le sujet, je trouve que c'est un film qui propose un panel de personnages très intéressants, qui sont tous féminins, et qui prouve bien qu'on peut faire de l'horreur pure avec seulement des personnages féminins, et ça c'est toujours cool. Alors le film joue un peu sur deux tableaux de la peur, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gore si jamais c'est ça qui vous impressionne ou qui vous plaît, et il y a aussi beaucoup de jeux de suspense réalisés avec une photographie très bien maîtrisée qui joue énormément sur les noirs et les parties de l'image qu'on ne voit pas, ce qui est toujours assez admirable comme travail, et en l'occurrence c'est vraiment très réussi. Et pour en finir avec les films sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos, je vous parlerai de Mr Babadook, réalisé en 2014 par Jennifer Kent. Alors je trouve ce film vraiment très intelligent dans sa manière de dépeindre son personnage principal, qui est un personnage de mère, mais un personnage de mère comme on nous en montrerait pas dans un cinéma qui ne serait pas du cinéma d'horreur. Amelia, c'est un personnage qui a toute une partie d'elle-même, qui supporte très mal sa maternité et qui déteste son fils. Et ça c'est un sujet tabou, pourtant ce sont des choses qui arrivent dans la vie pour différentes raisons. Ça n'empêche pas le film de dépeindre Amelia avec des côtés très positifs, c'est clairement l'héroïne du film, mais voilà, une héroïne qui va se battre contre ces démons qui sont vraiment inhérents à sa nature et à sa situation. Avec le prisme de l'horreur, on peut se permettre de dire pas mal de choses, des choses plus iconoclastes qu'on ne dirait pas forcément dans du cinéma plus mainstream, et Mr Babadook ne s'en prive pas, et je trouve ça vraiment brillant. Maintenant, pour aborder les autres films dont je n'ai encore jamais eu l'occasion de vous parler, je vais attaquer avec Prevenge, réalisé par Alice Lowe en 2016. Prevenge aborde exactement les mêmes thématiques que Mr Babadook, mais avec un angle totalement différent. C'est une femme qui vit sa grossesse toute seule et qui a l'impression que son bébé lui ordonne de commettre des meurtres. Le film a un humour pince sans rire très à l'anglaise, qui personnellement m'a beaucoup plu, et il a souvent un ton un petit peu décalé, qui va un peu de pair avec une photographie parfois un peu sale où on sent qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens derrière. Il n'empêche que ça donne une sorte de film à la fois très frais, original, qui va sur des terrains où on l'attend pas forcément. Le film a un parfait équilibre entre drame, horreur et humour, ce qui est un petit peu la recette idéale pour réussir une critique sociale. Mr Babadook et Prevenge sont des films qui nous racontent tous les deux l'histoire de femmes qui vivent très mal leur maternité suite au décès de leur compagnon, mais ils le font tous les deux de manière très différente et, ma foi, très réussie. Et alors je reviens très rapidement là-dessus, mais le fait que ce sont des films qui brisent des tabous autour de la grossesse et de la maternité, je trouve ça très intéressant de noter qu'ils ont été tous les deux réalisés par des femmes. À mon avis, c'est pas pour rien, et c'est très utile justement dans la représentation qu'on fait de ces thèmes-là. Ensuite, je vais vous parler de Mercy Black, réalisé en 2019 par Owen Egerton. Le film est inspiré d'une histoire vraie, ce qui est toujours utile pour rajouter une petite couche de frisson, et donc il s'inspire notamment d'un fait divers qui a eu lieu quelques années où deux petites filles avaient tenté d'assassiner l'une de leurs amies, soi-disant au nom du Slenderman. On reste sur des personnages complètement fictifs, mais on retrouve l'une des petites filles qui, plus tard, a grandi, est sortie de l'hôpital psychiatrique, etc., et qui en fait se retrouve confrontée à l'entité, donc qui dans le film n'est pas le Slenderman, mais à l'entité, Mercy Black, qui lui aurait ordonné petite d'essayer d'assassiner son ami. Le film a une construction très classique, il ne propose rien d'extrêmement novateur dans sa manière de faire peur, mais par contre il est quand même très efficace. Pour moi, Mercy Black, c'est vraiment le film fait pour passer une bonne soirée devant un film d'horreur, et mention spéciale pour la créature qui est très bien pensée. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer Carrie de Brian De Palma, réalisé en 1976. Carrie est extrêmement représentatif de la mise en scène de De Palma, et
Un peu comme d'autres films de De Palma, moi au départ il me déconcertait un peu par son ambiance très teenage, un peu cucu, etc. dans toute la première partie du film. Ça nous met très mal à l'aise, on sent une étrangeté qui s'installe, et tout ça pour arriver à un final. Alors il y a le final avec le feu, le sang, etc. J'essaie de ne pas trop spoiler s'il y a vraiment des gens qui l'ont pas vu, qui connaissent pas, mais bon. Il y a d'abord ce final là qui est vraiment très impressionnant, qui est très bien, mais le final d'encore après, le vrai final, je le trouve terrifiant. Et Carrie, à ce moment-là, le personnage de Carrie est extrêmement touchant, et je vais peut-être pas trop m'étendre non plus parce que j'espère bien un jour faire une vidéo sur Carrie. Maintenant, je vais vous parler de Starfish, réalisé par A.T. White en 2018. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui assiste à l'enterrement de sa meilleure amie et qui, après l'enterrement, va squatter dans l'ancien appartement de cette meilleure amie et se réveille un beau matin face à en fait la fin du monde. Dehors, tout est vide, tout est recouvert de neige, quasiment plus personne n'est vivant, a priori, enfin vraiment, voilà, toute la vie qu'elle connaissait a disparu. Et vient s'ajouter à ça que si on sort, on risque de se faire massacrer par les monstres qui traînent. Il a vraiment un rythme lent et doux qui nous berce et qui nous plonge dans l'état émotionnel du personnage, et il est vraiment très ouvert, c'est-à-dire que l'histoire peut vraiment être interprétée de plein de manières différentes. En fait, on a très peu d'informations, alors c'est vrai que moi, souvent dans les films, en général, ça me dérange, mais là, je trouve que c'est fait, et je trouve que c'est bien fait, pour que, en fait, on puisse accoler son histoire personnelle sur ce que le personnage vit, en fait, sur les étapes du deuil de ce personnage. Alors, vous pouvez partir du principe qu'il s'agit vraiment de la fin du monde, vous pouvez partir du principe que ce que ce personnage vit comme la fin du monde, c'est le deuil de son ami, plein de choses différentes. Alors moi, ça m'a fait beaucoup penser au jeu vidéo Life is Strange. Ça raconte aussi l'histoire d'une jeune fille, de sa meilleure amie, avec des thématiques autour de la mort, de la fin du monde, dans des ambiances douces, chaleureuses, avec des lumières dorées. Une atmosphère très chaleureuse, très confortable, dans laquelle tout d'un coup on vient insérer des thématiques très violentes et très tristes. Et je trouve que Starfish fonctionne de la même manière, avec un final, c'est pareil, c'est à vous de voir si c'est positif ou négatif. Mais encore une fois, le fait que voilà, ce soit très ouvert, faut pas que ça vous rebute, parce que je trouve que c'est vraiment pas ouvert pour rien, c'est pas par paresse d'écriture que c'est ouvert à mon sens dans ce film-là. C'est vraiment un film que j'ai découvert grâce à Shadows, j'en attendais pas spécialement grand-chose parce que j'en avais jamais entendu parler, puis j'ai été vraiment très agréablement surprise, c'est vraiment un film très original et très joli. Ensuite, évidemment, il fallait que j'inclue The Stepford Wives de Brian Forbes, réalisé en 1975. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme interprétée par Katharine Ross qui emménage dans un nouveau village avec son mari et ses enfants. Et dans ce village, elle a l'impression que tout d'un coup, elle fait quelques pas en arrière et que toutes les femmes du village n'ont pour objectif que d'être des bonnes ménagères dans la vie, ce qui l'agace un peu. Et elle et une amie qu'elle rencontre sur place vont essayer de voir si en fait il n'y a pas quelque chose qui se trame derrière cette espèce de formatage parfait des femmes du village. Enfin, quand je dis parfait, évidemment c'est parfait aux yeux du patriarcat qui règne à Stepford. La conclusion fait vraiment froid dans le dos, et en même temps je la trouve d'autant plus percutante aujourd'hui parce que c'est vraiment un film qui a un discours féministe très prononcé, qui ne s'en cache pas. Au-delà de ça, les acteurs sont impeccables, la mise en scène aussi, et le ton aussi qui est quand même assez cynique, assez pessimiste, mais en même temps il faut bien ça pour que ce soit coup de poing. Ensuite, je vais vous conseiller Martyr de Pascal Laugier, réalisé en 2008. C'est un film, moi, que je n'ai vu qu'une fois et il y a longtemps, c'est pour ça que j'hésitais un petit peu à vous le recommander, parce que, j'allais dire, mon souvenir est plus très frais, mais en fait, si, parce que c'est un film, quand je l'ai vu, qui m'a beaucoup choqué. C'est vrai qu'il est réputé pour sa très grande violence, et même si j'ai plus tous les détails en tête, c'est vrai que moi, j'en étais vraiment pas sortie indemne. Je pense que c'est un film qui peut pas vous laisser sortir indemne de toute manière, ou alors vraiment vous n'avez pas d'âme. Mais en tout cas, la violence qu'on nous montre à l'écran a rarement été aussi bien justifiée par le scénario, par les thématiques qu'aborde le film, et en fait, le scénario du film et son objectif, on va dire, est assez brillant. En plus, il a une fin qui est à la fois aussi horrible que surprenante, mais que forte en même temps. Autant d'années après, moi, il me laisse toujours un souvenir assez impérissable, qui n'était pas forcément bon au départ à cause du choc que j'avais ressenti, et maintenant je vois bien justement le talent qu'il y avait en fait derrière ce film pour que ça me fasse encore aujourd'hui cet effet. Maintenant je vais vous parler d'un autre film que j'avais hésité à vous conseiller, qui s'appelle Kiss of the Damned, réalisé par Alexandra Cassavetes en 2013. C'est l'histoire de deux sœurs vampires qui cohabitent dans la même maison, et pour qui la cohabitation est très difficile, parce qu'on a en gros la gentille vampire sage, on va dire, entre guillemets, et celle qui est un peu son ado rebelle, on va dire, qui fait chier tout le monde. Et forcément, les gens autour d'elle vont se retrouver entremêlés dans cette espèce de rivalité entre les deux sœurs, on va dire. Alors, vraiment, au départ, moi je me suis dit, à la fois je sentais bien que les images avaient un certain charme qui me plaisait, qu'il y avait une atmosphère différente de ce qu'on voyait d'habitude, mais en même temps je me dis, est-ce que c'est pas juste un remake de Twilight que je suis en train de regarder, franchement, parce que c'était parti aussi pour être vraiment assez cucu.
Mais en fait, c'est aussi l'impression que j'avais eue, par exemple, au début de True Blood. Alors, je sais pas si vous aimez True Blood, si vous avez vu la série, mais c'est pareil, au départ, vraiment, je me disais, mais pourquoi on m'a conseillé ce truc-là? C'est pareil, c'est Twilight, quoi. Enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre. Et en fait, après, ça devient super bien, parce que second degré, enfin, ça dépend des saisons, mais parce que voilà, second degré, humour, kitsch, mais bien géré, avec malgré tout des vrais moments forts, de l'émotion, etc. Et Kiss of the Dam, je trouve que c'est un peu pareil, ça m'a fait penser à une sorte de grand épisode de True Blood. Mais alors il y a plein de moments de maladresse un petit peu, des choses un petit peu mal gérées, des moments qui sont un petit peu ridicules, etc. Mais en même temps c'est noyé dans cette atmosphère qui se prend pas au sérieux et qui en profite pour proposer vraiment des images très intéressantes parfois. Pour moi ça a vraiment été une bonne surprise qui m'a séduite au fur et à mesure. Si jamais vous le regardez sur Shadows, justement je serais très curieuse d'avoir vos retours en commentaire parce que pour le coup voilà, c'est un film, il se trouve que la sauce a plutôt bien pris sur moi, mais je comprendrais très bien aussi qu'elle prenne pas du tout, ou alors qu'elle prenne au contraire beaucoup plus. Pour le 11e film de cette liste, je vais vous conseiller très très vivement L'Orphelinat, réalisé en 2007 par Juan Antonio Bayona. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 31 questions sur les films d'horreur, mais moi c'est vraiment un film qui me terrifie. Quand je l'ai vu, j'avais tellement peur que ça ne me faisait même plus rire, quoi. Je veux dire, j'étais là pour avoir peur, mais là c'était plus drôle tellement j'avais peur. C'était au point où je me disais, mais non, vraiment, je ne veux pas être là, c'est horrible. Et alors c'est bizarre parce qu'il y a aussi des gens qui me disent que c'est un film qui leur fait mais vraiment ni chaud ni froid. Ça me dépasse, sur moi il marche extrêmement bien, mais au-delà de ça, au-delà de la peur qu'il est capable d'inspirer, ce film, il est aussi très beau, avec une très très belle photographie, des thèmes extrêmement touchants. Il a en plus ce fonctionnement que j'adore, d'avoir une interprétation rationnelle, une interprétation surnaturelle à tout ce qui s'y passe, et ça c'est maîtrisé vraiment jusqu'au bout, c'est parfaitement conclu. Je trouve ça très fort de réussir ça. Donc quand bien même vous feriez partie des gens à qui il ne fait pas peur, ce que je n'arrive pas à concevoir, mais enfin bon, admettons, il se peut que le film vous plaise quand même beaucoup, parce que ça reste un très beau film, à la fois très émouvant, avec une très belle photographie, un super casting, etc. Donc que ce soit votre truc ou pas, les histoires de fantômes, de maisons hantées, je vous le conseille vivement. Et pour la suite, nous voici de retour dans les années 70 avec Black Christmas, réalisé en 1974 par Bob Clark. C'est un grand classique du slasher qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes filles qui passent leurs vacances de Noël sur un campus américain et qui va petit à petit se faire décimer par un tueur. Tout comme The Stepford Wives, c'est un film qui n'hésite pas à mettre en scène des personnages féminins très modernes, avec un discours féministe et qui se retrouve parfois un petit peu en but aux hommes peut-être un peu moins éclairés qu'elles sur le sujet dans le film. Et par ailleurs, ces personnages sont a priori particulièrement ciblés par le tueur, justement parce qu'elles sont des femmes. Tout ça, c'est des thématiques encore très actuelles qui, encore une fois, nous font nous interroger un petit peu sur le chemin parcouru, qui n'est peut-être pas si long que ça. Néanmoins, le film a aussi beaucoup de second degré par certains côtés, il entrelace très bien l'humour et l'horreur, et le tout dans une ambiance de Noël tout d'abord hyper réconfortante, puis qui devient petit à petit terrifiante. Je l'ai découvert assez tardivement, après avoir entendu plusieurs choses sur lui, et moi, il m'a séduite dès les premières images, et je trouve que la fin ouverte, c'est pareil, et tout à fait approprié aux thématiques qu'il aborde. Donc là j'en ai terminé avec les longs métrages de ma liste, et maintenant je vais aborder 2 courts métrages. Je vais commencer avec Junior, réalisé en 2011 par Julia Ducournau. Et non, lorsque Julia Ducournau réalisait Grave, ce n'était pas la première fois qu'elle offrait un rôle principal à Garance Marillier. Parce que Garance Marillier tient aussi le rôle principal de Junior, dans lequel elle joue une jeune adolescente qui va petit à petit s'affirmer et s'approprier son corps de femme. Junior a de nombreuses thématiques à mettre en parallèle avec Grave, et je trouve qu'il est un peu une sorte de prologue en fait à Grave. Il joue sur le body horror, il aborde le thème de la transformation adolescente, et à côté de ça, il est vraiment parsemé de touches d'humour qui le rendent très agréable à regarder. J'ai découvert la première fois il y a quelques années parce qu'en fait, il passait à Bristol dans un petit festival dans lequel un de mes courts-métrages passait aussi, dans la même sélection. Donc aujourd'hui, j'ai la très grande fierté de pouvoir dire que mon court-métrage de fin d'études était projeté dans la même sélection que le court-métrage de Julia Ducournau. Donc je l'ai découvert à l'Encounters Film Festival de Bristol, dans la sélection des Final Girls, qui tenait le podcast dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur Jane Doe, enfin bref. Donc toujours est-il que pour ce festival, elle proposait une petite sélection de courts-métrages de genre réalisés par des femmes et axés autour de la transformation physique. Et il se trouve que Junior se démarquait selon moi vraiment de la sélection, il était vraiment très bon, de toute manière il est très bon, mais c'est vrai que là, mis parmi d'autres courts-métrages, il y avait plein de choses intéressantes qui étaient proposées, mais c'est vrai que moi c'est vraiment celui que j'avais retenu de cette soirée, et c'était un court-métrage français qui était de loin le meilleur, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et pour terminer, je vais vous conseiller le court-métrage Le jour où maman est devenue un monstre, réalisé par Joséphine Hopkins en 2018. Alors après je vais arrêter de vous parler de ce court-métrage de fin d'études que j'ai réalisé, donc je vous parle souvent et que je veux pas vous montrer, donc c'est un peu pénible, mais il se trouve que le court-métrage dont je vais vous parler là, Le jour où maman est devenue un monstre, je l'ai aussi découvert en projetant mon court-métrage dans un festival.
Donc le festival, ce coup-ci Final Girls Berlin Film Festival, qui se tient donc à Berlin. Alors le Final Girls Berlin Film Festival, c'est un petit festival indépendant qui lui aussi met en avant des courts-métrages de genre réalisés majoritairement par des femmes. Et encore une fois, qu'on ne vienne pas me dire que les femmes ne veulent pas réaliser d'horreur, parce que en fait des festivals qui axent leur sélection sur des films de genre réalisés par des femmes, j'en ai vu quelques-uns qui ont des sélections excellentes. Donc les femmes veulent réaliser de l'horreur, elles sont là, elles n'attendent que ça. Le jour où Maman est devenue un monstre raconte l'histoire d'une petite fille qui a hâte de fêter son anniversaire, de revoir son père à cette occasion, mais entre-temps, sa mère, avec qui elle vit, va se faire mordre par une tortue. Et vous voyez ce qui arrive à Spider-Man, Bref, la maman de cette petite fille amorce une transformation en monstre et sa petite fille va essayer de plus ou moins gérer ça. Donc il m'a impressionné parce que la photographie est extrêmement belle, surtout dans la dernière scène où les couleurs entre... Enfin c'est pareil, je veux pas tout vous révéler, mais on est dans une pièce qui est éclairée très en vert émeraude, sombre, etc. Avec la petite fille qui porte une robe rouge, à ce moment-là, ça fait de très très belles images. Et le maquillage de la maman qui se transforme petit à petit en monstre, tortuesque, est très très réussi, c'est vraiment impressionnant. Le rythme, l'émotion, etc., tout est présent. Donc je ne sais pas si Joséphine Hopkins nous proposera bientôt des longs métrages, mais en tout cas je l'espère parce qu'elle a, je pense, beaucoup à proposer et son travail promet beaucoup. Voilà, c'était ma sélection Shadows, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de voir certains films et en tout cas d'aller faire un tour sur la plateforme. Alors, si vous souhaitez vous abonner, je vous propose un code de réduction, Demoiselle d'horreur, sans S à Demoiselle ce coup-ci. Je vous le mettrai en description de toute manière, et donc c'est un code qui vous permet d'avoir un abonnement d'1 an à 30 € au lieu de 49 €. Donc c'est quand même vraiment un super tarif pour une plateforme qui vous propose un catalogue très intéressant et surtout très très varié, et qui sort vraiment de ce que vous avez l'habitude de voir à la télé. N'hésitez pas à vous en servir maintenant parce que le code n'est valable que jusqu'à la fin décembre. Voilà, j'espère que vous en profiterez, qu'en tout cas ça vous aura donné des idées de films pour Halloween ou pour n'importe quand d'ailleurs. J'espère que vous passez un très bon mois d'octobre, que vous préparez bien Halloween, et en parlant d'Halloween, le soir du 31, ma prochaine vidéo d'analyse, donc celle sur Catwoman, passera en avant-première dans la programmation du Boulogne Horror Show, qui a lieu en ligne cette année. Et sinon, elle sortira sur ma chaîne pas longtemps après, donc quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite.